Le maître des chimères de Jan Kefelec. Première partie. Ceci est un extrait. Vous trouverez la version intégrale directement dans le livre. J'ai vu mourir Jésus. J'aimais m'aider. Je remuais dans la bassine avec un bâton le sang qui jaillissait par la carotide. Des gouttes giclaient sur les côtés. Des poules venaient picorer l'aubaine et le bec ensanglanté se chicanait des lambeaux à l'intérieur du cou. Plus loin, c'était un chien minuscule, à 3 pattes, occupé furtivement à manger l'intestin. Mais l'intestin n'en finissait pas, des longueurs et des longueurs. Une langue démesurée pendait hors de sa gueule et s'enroulait sous lui dans la poussière. Le chien s'affolait, s'étouffait, ne parvenait même plus à aboyer. Tout suffocant, les yeux exorbités, il a voulu s'enfuir sur ses 3 pattes. On l'a retrouvé mort derrière la grange, le viscère entre les mâchoires. « Comme ça, tu boufferas moins », a dit Séraphin. Puis il a récupéré les boyaux du Jésus, enfin du cochon, mais tous les cochons s'appelaient Jésus quand Séraphin les saignait. Moi, j'avais 8 ans. Je venais d'apprendre au catéchisme l'histoire du rabbi, le chemin de croix, l'éponge de fiel, les clous du rachat. En voyant le cochon ligoté sur son brancard, j'ai pensé au vrai Jésus, celui du Golgotha. J'avais peur à cause du châtiment. Je me disais, plus tard, quand je serai mort, il s'en souviendra. Il s'écriera « C'était celui-là qui tournait mon sang dans la bassine, et il me jettera en enfer. » Francis était passage. Hannibal, sa cachette, une chambre miteuse. Ignorait même des siens. Une table, 2 tabourets, un lit de fer. C'est là qu'il venait répéter, se grimer, dormir, oublier, disparaître. Il somnolait drapé dans un vieux peignoir. « Mon cher taudis, soupira-t-il. Je suis si bien chez toi. » Marianne imaginerait ici tout un tralala de frénésie adultère. Elle se tordrait les mains, réclamerait divorce et pension. Eh non, ma chère épouse, tu n'y es pas. Le jour où ces 4 murs pourris seront appelés à la barre, ils n'auront rien d'autre à dévoiler. Nous étions une loge de théâtre, un local aux accessoires, une boîte à malice, une oubliette à prodiges avec démons et métamorphoses. Après tout, Francis était un comédien, un grand comédien. Et quelle fourchette! Il faisait des goûters très copieux tous les jours, bonbons, guimauves, œufs, jambon, tartines et café au lait. Et quand il avait les moyens, des fruits de mer ou des pièces de bœuf. Non, pas de femme, aucune. Enfin, pas chez nous. Il s'interrompit pour bâiller, se tapota la bouche et replongea dans sa rêverie. Ce qu'il préférait, c'était s'habiller en mendiant. Il n'avait jamais dit pourquoi. Peut-être n'en savait-il rien. Il avait plusieurs tenues de clochard, pas vraiment des clochards, plutôt des vagabonds, des loqueteux à ficelle. En aveugle aussi, murmura Francis. Il aimait perdre la vue. Des lettres, évidemment, des admiratrices en folie. L'une d'elles avait 13 ans. Elle cachetait ses enveloppes à la cire violette, livrait ses fantasmes à l'encre myosotis sur un papier bleu parfumé. 2 heures encore à rester blotti, calfeutré dans la longueur du temps, qui pour une fois semblait perdu dans ses comptes et n'avançait plus. Ensuite,
Il irait guetter sa fille à la sortie du jardin d'enfants. « Mimi, ma tendre Mimi, te guetter bien sûr, mais dans quel état, sous quel aspect? Jamais tu me reconnaîtras. » Il s'endormait tout à fait quand un mauvais souvenir l'aiguillonna. La veille, il avait eu le fou rire en scène, au théâtre de l'Odéon. Il jouait Créon. Quelle mouche d'enfer l'avait piqué. Il se sentait si vrai, si bon. Le public retenait son souffle. Voilà qu'au moment d'envoyer Antigone à la mort, il avait cru détecter sur la comédienne un parfum d'eau de Javel. Le rire avait aveuglé son attention, submergé la tragédie, gagné les autres comédiens avec la vélocité d'un virus. La troupe s'était fait siffler. Le réalisateur, Pierre-Marie Cuzin d'Arches, avait menacé Francis des tribunaux. Pour une fois que Marianne et mes beaux-parents venaient me voir jouer. En attendant, c'est râpé pour ce soir. Pierre-Marie fera jouer Robillard. Grand bien leur fasse, il est nul. Le mieux est de ne pas se montrer aujourd'hui. Ils mettront ça sur le compte de l'humiliation. On absout les humiliés. Si j'allais plutôt lutiner Suzon pour me consoler. Il se leva, ajusta les cartons d'emballage accrochés aux vitres en guise de rideau, puis revint s'étendre. Ah, maman, quelle honte! Moi, tel un gueux, dans sa crasse, humant ses murs de misère avec volupté. À Thiers, elle me réveillait chaque matin pour la messe. C'est moi qui servais. En semaine, j'étais le seul enfant de chœur, et ma mère la seule à suivre l'office. Ensuite, elle achetait 2 brioches, et nous rentrions à la maison. Après le petit déjeuner, je l'aidais à monter le rideau de fer du café, des amis et les premiers clients arrivés, des ouvriers pour la plupart, des faiseurs de couteaux. Moi, je prenais le car pour l'école. Ma mère ne parlait jamais de mon père. Mais je voyais bien qu'elle pensait toujours à lui, qu'elle souffrait. Il replia ses jambes et ses yeux s'ouvrirent un instant. Il aperçut les pieds noirs d'un tabouret de piano, des livres par terre, un téléphone et les cantines de soldats bariolés qui renfermaient toutes ces nippes, tous ces jeux clandestins. Mon père. Un visage de loup, un faux qu'il portait en bandoulière et le couteau qu'il dépliait le soir à table après s'être assis. Il dînait en silence, les yeux baissés. Il ressemblait à un couteau. D'ailleurs, à quoi pouvaient lui servir les mots lorsqu'il se penchait sur le fleuve et qu'il baignait ses lames au bleu dans du torrent. Toute une vie d'attente et de nuit, un gros chien sur les reins pour avoir moins froid, toute une vie, toute une mémoire, son père et les aïeux déjà penchés sur le fleuve à guetter l'arc-en-ciel de la trempe au-dessus des couteaux rongés au feu. Et ma mère aurait voulu ça, pour moi, le chien sur les reins, l'arc-en-ciel, le secret fatal des couteliers. Le noir sous l'usine, la pauvreté. Un jour qu'il mangeait un œuf, du jaune a coulé sur sa main. Mon père s'est essuyé. Je l'ai détesté. J'aurais tant voulu lécher sa main. Un autre jour, il est parti vendre son couteau sur les marchés, celui qu'il avait dessiné. Il pensait gagner beaucoup d'argent avec le brevet. Le soir, il n'est pas revenu. Et le soir d'après non plus. Ma mère a pris le café des amis au carrefour des Trois Sources. Elle disait qu'elle était plus à l'aise et qu'elle pourrait m'acheter des chemises en nylon. Et dire qu'en ce moment, Robillard est devant la glace et qu'il fait son crayon, tant et plus. Mon crayon. N'y crois pas trop, mon vieux. Demain, je reprends la vedette. Et demain, je les bouleverse tous. Retombant dans sa torpeur,
Il se pelotonne en chien de fusil vers le mur. Autour de lui, ses déguisements sont pendus à des patères, à l'espagnolette, au dossier de la chaise ou jetés sur des coffres, suggérant les membranes abandonnées d'une mûre récente. Sur le réchaud, 3 œufs au plat sont ratatinés dans la poêle. Dehors, il pleut. Francis se met à ronfler. Parfois, il geint. Qu'aurait pensé mon père s'il avait appris qu'elle n'allait plus à l'usine et qu'elle servait de la bière et du vin aux ouvriers? Il est revenu 5 ans plus tard. Il s'est approché tout près de la maison, mais pas suffisamment pour la voir. Il a voulu traverser à pied le lac Pavin, comme un Christ, et il s'y est noyé. On a retrouvé dans sa poche le fameux couteau qu'il avait pu vendre nulle part. J'ai hérité du couteau. Quelqu'un l'a volé depuis, sans doute ma première femme.